Bonjour Marie Vintras. Bonsoir. Bienvenue à la médiathèque des Carmes de Pertuis qui nous reçoit dans le cadre des propositions littéraires des nouvelles hybrides. Et bonjour à tous. Marie Vintras, vous êtes née à Rennes. Vous suivez des études de droit, devenez avocate et rédigez des mémoires devant la Cour de cassation. Et puis après avoir raconté les histoires des autres pendant 20 ans, vous choisissez de raconter les vôtres. Et c'est ainsi que vous publiez un premier roman en 2021, Blizzard, aux éditions de l'Olivier, une entrée fracassante dans le monde de la littérature, puisque Blizzard obtient pas loin d'une dizaine de prix, je crois, dont le prix des libraires 2022, ce qui n'est pas rien. Était-ce votre premier écrit, Blizzard? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre naissance en écriture et la jeunesse de ce livre? Bonsoir, merci vous êtes déplacé. J'ai un chat dans la gorge, ça commence bien. Mais comme beaucoup d'auteurs, j'écrivais enfant parce qu'on n'avait pas la télé, le streaming, et que le principal objet qu'on avait vraiment sous la main facilement, c'était les livres. Donc j'étais une grosse lectrice, et il y a toujours un moment où ça chatouille un peu quand on est gros lecteur. Et donc c'était un désir d'écriture qui m'a suivi pendant mon enfance, mon adolescence. Et puis après, voilà, on entre dans la vie active, on a des enfants, on met un peu de côté le désir, ou tout simplement on n'y arrive pas. Moi, je n'arrivais pas à terminer ce que j'entamais, au point que ça devenait vraiment très douloureux, même de lire le livre de quelqu'un d'autre. C'était quelque chose qui me faisait souffrir. C'était quand même un niveau de masochisme assez élevé. Et puis, à la faveur d'un changement de méthode, en laissant l'ordinateur et en passant au carnet et au stylo, il s'est passé quelque chose d'assez magique. À 49 ans, il vaut mieux tard que jamais. J'en rêvais à 9 ans. Ça s'est fait à 49. Et donc, j'ai écrit Blizzard. C'est mon premier écrit terminé. Donc voilà, ça a été quelque chose d'assez étonnant et presque d'assez magique, puisque ça me renvoyait aussi à mon enfance finalement. D'autant plus que, comme je le disais, ce livre a rencontré un succès plus que certain. À la rentrée littéraire de septembre dernier, paraissait votre deuxième roman, Les âmes féroces, dont nous venons d'entendre des extraits, et aussitôt récompensé par le prix Fnac, ce qui lui assurait d'emblée une belle récompense, et faisait un beau pied de nez au chant des sirènes qui, au vu du succès de Blizzard, vous mettait en garde contre l'enfer du second roman. Que pensez-vous aujourd'hui de ce que l'on dit être cette fatalité du second roman? Est-ce que ça a perturbé l'écriture des âmes féroces? Oui, alors c'est second roman, second film, second album, second tout en fait. Je sais pas si le second mariage ça marche aussi, mais non, c'est vrai que on me promettait l'apocalypse en fait. Même des gens très bien attentionnés qui me disaient le prochain, écrivez-le vite, il va se faire laminer. Personne n'attend un second roman. Si le premier a marché, le prochain marchera pas. Donc ça a évidemment affecté mon écriture, j'avais déjà écrit à peu près la moitié des âmes féroces. J'ai complètement arrêté en fait. Il y avait quelque chose de très brutal avec ce roman qui d'ailleurs me plaisait davantage que le premier, de me dire moi je l'aime, mais on va le jeter au bûcher, donc il a fallu vraiment un long temps, hein, je l'ai même laissé de côté, pas tout à fait 1 an, mais presque, pour retrouver ce désir d'écrire et arriver à me dire il faut que je termine pour moi, parce que c'est mon objet, c'est mon livre. Et puis, il aura la vie qu'il aura. Il va peut-être partir à la poubelle directement. Et il se trouve que par un heureux hasard, il a plutôt été très bien accueilli, le deuxième. Donc voilà, j'ai un peu déjoué les pronostics. Et là, je n'ai pas écrit le troisième, mais j'ai vraiment plus d'appréhension sur le troisième. On ne raconte rien sur le troisième. Donc voilà. Très bien. Alors, je vous propose d'entrer un peu plus avant dans ces 2 livres, en particulier Les âmes féroces, en prenant soin de ne pas trahir la dramaturgie qui s'y trouve. Et je vous les présente brièvement. Alors, Blizzard. Dans le Grand Nord américain, en Alaska, une jeune femme, Bess, lâche brièvement la main de l'enfant dont elle a la garde et le perd en plein blizzard.
Luttant contre les éléments déchaînés, elle tente désespérément de le retrouver, donc dans la tempête, le froid, la neige, sans savoir que 2 hommes partent à leur recherche. Dans une alternance de chapitres courts, leurs monologues intérieurs à ces personnages font remonter leur histoire intime et se dévoiler leur vérité. Voilà ce que j'appellerais le pitch de Blizzard. Pour les âmes féroces, Kentucky, 2017. Dans la bonne ville bien tranquille de Mercy, où il ne se passe jamais rien, le corps sans vie d'une adolescente est découvert. En 4 saisons et 4 voix, celle, pour commencer, du shérif Lauren Obler, au printemps, celle du professeur Benjamin Chapman pour l'été, celle d'Amy Ellis, la meilleure amie, pour l'automne, et celle de Seth, le père de la victime, pour l'hiver. Avec ces 4 voix se rejoue le théâtre de Qui fut Léo, de ce qui fut Léo. Quels étaient ses rêves? Qui étaient celles et ceux qui comptaient pour elle? Et leurs paroles introspectives construisent à rebours ce qui s'est conclu par la mort de cette adolescente. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer le choix de ce dispositif choral que vous adoptez dans vos 2 romans? Je fais une petite parenthèse, ça se passe pas dans le Kentucky, ça se passe dans un endroit non identifié. Alors, comme on parle beaucoup du Kentucky, moi je l'ai mis dans le Kentucky. Oui, non, elle est Miss Kentucky, la mère d'Amy. Mais alors là, j'avais décidé justement de pas situer. Et c'est drôle parce que j'ai des lecteurs régulièrement qui me disent ça se passe dans le Minnesota, ça se passe dans le Kentucky. Et non, ça n'est pas précisé. Mais c'est donc ça Marie Vindras aime bien piéger le lecteur. Hein. Non, mais j'aimais bien cette idée du flou sur l'endroit qui permet justement à chaque lecteur de se faire son image mentale de la petite ville. Le roman choral et la narration à la première personne, c'est, je dois dire que, pour utiliser un terme pas du tout littéraire, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. J'adore ça. J'adore entendre la voix de chaque personnage. Je m'assimile pas à chaque personnage, mais je me demande, voilà, Benjamin Chapman, comment il s'assied, comment il croise les jambes, comment il passe la main devant ses cheveux, comment il mange. Et du coup, c'est vraiment une manière d'être au plus près du personnage, d'être dans la tête du personnage, avec tout ce que ça comporte de pensées parfois inavouables. Donc c'est un vrai plaisir d'écriture dont je vais avoir d'ailleurs du mal à me séparer. Il va falloir que j'arrête le roman choral et la narration à la première personne. Mais voilà, il y a quelque chose qui est au plus juste, au plus près du personnage et qui est, moi, très stimulant dans l'écriture. C'est vraiment quelque chose qui me met en appétit. Mais dans Blizzard, le rythme est très différent par rapport aux âmes féroces, puisque ces 4 voix alternent avec des chapitres courts, ce qui crée un effet de page turner, on peut dire, alors que dans les âmes féroces, ces 4 voix, on ne les entend qu'une fois. Elles s'installent tout le temps d'une saison, ce qui permet d'aller fouiller vraiment très loin. Donc, vous avez gardé ce dispositif choral, mais vous l'adaptez en même temps. Oui, alors ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas un choix stylistique ni un choix littéraire. C'est que Blizzard est un livre que j'ai écrit sur un coin de table avec 30 minutes d'écriture par-ci, 1 heure par-là. J'avais pas le temps en fait de faire de grands chapitres, vraiment pas le temps. J'avais aussi cette espèce d'angoisse de ne pas terminer non plus ce livre-là. Donc j'avais choisi des chapitres très courts, vraiment 2 pages, parfois 3 pour certains personnages, qui se finissent sur une espèce de petite pirouette. On change de personnage et c'était tout simplement parce que, ayant que 30 minutes pour écrire, je pouvais pas me lancer dans des chapitres de 20 pages et je savais que la prochaine session d'écriture, qui serait peut-être 2 mois plus tard, j'allais changer de personnage. Donc c'était vraiment, le lecteur n'existait pas à ce moment-là, mais pas du tout. Vous n'étiez pas là. C'était vraiment comment moi je vais réussir à surmonter cette angoisse de ne pas pouvoir écrire, justement par une forme d'écriture ludique, de jeu de personnages,
Et c'est pour ça que c'était assez drôle quand le livre est sorti. Les gens m'ont dit vraiment cette espèce de rythme effréné, ce page turner, et moi je comprenais pas exactement de quoi on me parlait, puisqu'en fait c'est une écriture de femme qui travaille et qui a des enfants et qui n'a pas le temps d'écrire. Donc ça se résumait un peu à ça. Entre les deux livres, bon, à la maison ils ont commencé à comprendre que j'écrivais, au travail aussi un peu. Donc j'ai pas tellement plus de temps pour écrire, mais voilà. Là, quand je dis je m'enferme, plus personne ne toque en me disant qu'il a une interro de maths le lendemain et qu'il faut tout arrêter. Et du coup, ça m'a permis, moi, de me dire, voilà, maintenant, je veux passer un temps plus long avec chaque personnage, une saison complète. Et puis, voilà, vraiment laisser s'installer cette voix définie, cette posture. Donc voilà, c'était un peu, j'ai gagné un peu en maturité mais c'était vraiment pas au départ, ni pour l'un ni pour l'autre, un vrai choix littéraire très très conscient. Où il est dit que la logistique a son rôle à jouer. Alors, dans Les âmes féroces, on a donc ces 4 voix sur 4 saisons. L'histoire se passe sur une année entière, sur beaucoup plus, puisqu'il y a une alternance passé-présent. Et puis, il y a ce texte qui n'est pas à la première personne, qui est le prologue. Alors, on pourrait dire que c'est une voix spectrale de Léo, c'est la voix de l'auteur. Pourquoi l'avoir placé à cet endroit-là ? En réalité, il a été placé peut-être 3 semaines, 1 mois avant que le manuscrit ne parte à l'imprimerie. Parce que j'ai eu une petite angoisse voilà, on sait l'importance, vous le savez probablement quand vous allez en librairie, j'imagine que vous regardez la 4e de couverture, peut-être que vous lisez les premières lignes du premier chapitre, et je trouvais mon premier chapitre, voilà, avec Blizzard, la première phrase, je voyais bien qu'elle avait fonctionné, j'ai lâché sa main, je l'ai perdue, voilà, les gens m'en parlaient. Là, je trouvais que voilà, je me disais sur un malentendu, la rencontre peut ne pas se faire. Et puis n'oubliez pas que j'avais cette malédiction du second roman qui planait. Et donc mon éditrice Nathalie Sbéraud m'a dit, bah voilà, les Américains le font assez souvent, ce recours au prologue, qui est une espèce de mise en appétit, de mise en bouche, qui peut être intéressante. Et je suis rentrée chez moi et je l'ai écrit très rapidement, d'ailleurs en ne reconnaissant pas tellement ce que j'écrivais, parce que je pense que c'est un petit texte qui ressemble pas nécessairement au reste du livre, qui a été écrit d'ailleurs bien après que j'ai terminé le livre. Et c'est une façon finalement d'avoir une vision, la seule vision peut-être juste de Léo, c'est d'une fille qu'on découvre morte au début et qui est décrit, esquissée par ces 4 personnages. Mais est-ce que la manière dont il la voit était exacte ? Est-ce que cette Léo-là était la vraie Léo ? Donc je crois que dans ce prologue, on a une petite touche de ce qu'elle était réellement, de cette figure d'adolescente qui, comme la figure d'Amy, sont des figures. D'ailleurs, maintenant, il faut que je l'avoue à Élise, puisque j'ai fait la tournée des lycéens de la région PACA, du prix des lycéens de la région PACA, mais ça doit aussi aux rencontres que j'ai faites avec ces lycéens. Oui, parce que vraiment les personnages de ces adolescentes, en particulier Amy adolescente, a vraiment été nourris par ces rencontres. Je me suis rappelé à quel point à l'adolescence tout est une question de vie ou de mort, tout est une question de radicalité. Et ils avaient quoi, 16-17 ans les lycéens que... Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et Amy a 17 ans, parce que voilà, je me suis rappelé en les voyant, et pourtant j'en ai à la maison des adolescents, mais à quel point cet âge-là, je fais une petite digression, c'est ma spécialité, à quel point cet âge-là est extraordinaire, parce que c'est un moment de la vie assez effroyable. On ne sait pas si on va être beau, moche, petit, grand, si on va garder des boutons, si quelqu'un nous aimera un jour. Si on va trouver sa place. Si on va trouver sa place, si on va savoir quoi faire comme étude. Donc c'est un moment, voilà, entre 13 et 17, 18 ans, c'est un moment assez incroyable. Et je ne sais pas pour vous, mais dès qu'on a 18 ans, qu'on passe le bac, qu'on s'inscrit à la fac, qu'on commence à bosser, on s'empresse d'oublier ces années d'adolescence. Et on les oublie, c'est pas des années dont on se rappelle. Et moi, je me suis vraiment rappelée de ce temps de l'adolescence avec ces classes de lycéens
en arpentant la région PACA notamment. Et voilà, donc dans l'écriture d'Amy, le passage d'Amy, la 3e saison, et avec l'image de Léo en tête, j'avais cette espèce de soif de vie, vivifiante et douloureuse en même temps. Voilà, c'est ma petite déclaration d'amour aux adolescents. Je crois qu'il n'y en a pas dans la salle, mais vous le retransmettrez. Alors, les 4 voix principales du roman dessinent en creux les failles de chacun, et elles sont singulières, elles sont bien distinctes. Vous nous avez dit pourquoi vous aimez travailler à la première personne avec le jeu, mais comment avez-vous travaillé cette tonalité de vos personnages? Comment avez-vous travaillé leur langue? Est-ce que vous relisez à voix haute pour voir comment ça sonne? Non, je ne pratique pas la lecture à voix haute, qui est assez fréquente finalement, je me rends compte en discutant avec d'autres auteurs. Non, c'est pas le plus... c'est pas le plus compliqué de trouver le ton de chacun, c'est même la partie la plus agréable dans l'écriture, parce que paradoxalement, parler à la première personne en étant un enseignant new-yorkais, ancien grand écrivain avec un sens de la moralité très fluctuant, c'est précisément tout l'aspect ludique de l'écriture. Il n'y a précisément que parce que j'écris que je peux être un écrivain new-yorkais qui est attiré par des jeunes filles. Donc c'est tout le bonheur justement de la littérature et de l'écriture. D'ailleurs, la partie, je rejoins ce que j'ai dit juste avant, la partie la plus compliquée à écrire, c'était précisément celle de l'adolescente, et c'est vraiment la partie qui a été la plus travaillée, parce qu'il faut trouver ce ton d'une adolescente qui n'est ni une enfant ni encore une adulte, qui est une adolescente américaine, pas une adolescente française, et une adolescente en colère, très énervée, très en colère. Donc ça, c'est vraiment la partie qui a demandé le plus d'ajustement. Et elle est très savoureuse. Alors j'aimerais que nous nous arrêtions un moment sur la narration elle-même et décerner un coup de chapeau à votre talent de conteuse, puisque vous alternez le récit de chacun entre passé et présent, vous le parsemez régulièrement de petits indices, de clés dont on comprend bien qu'elles nous serviront plus tard. Vous brouillez un petit peu les cartes parfois, vous accompagnez le lecteur dans ses questionnements. Bref, c'est un jeu de pistes subtil, tout à fait régalant. Alors, j'imagine qu'il y a quelque chose de très jubilatoire à assembler les pièces d'une telle partition. Oui, c'est en fait, j'ai essayé d'écrire ce que j'aime lire. J'aime que les auteurs potentiellement me baladent un peu, me promènent un peu. J'aime qu'on en appelle à ma vigilance de lecteur, et je pense qu'il faut en appeler à l'intelligence du lecteur. Et donc, si on sème des petits cailloux dans un roman, un lecteur normalement constitué retrouve le petit caillou, et ça, voilà, il faut à la fois emporter le lecteur, mais je pense qu'il faut... C'est la littérature, le livre, c'est exigeant, c'est plus exigeant qu'un film ou qu'une série. On peut somnoler devant une série le soir. Un livre, non, soit vous le lisez, soit vous le lisez pas. Donc voilà, c'est vraiment cette exigence liée au livre, à la littérature, qui fait que moi, quand j'écris, j'ai envie effectivement de semer des indices. Je crois que j'étais un peu obsédée par le petit pousset et les cailloux, donc semer des cailloux. Et puis c'est moi-même une exigence de cohérence, d'essayer dans les dernières versions du texte de me dire attention, je veux pas spoiler dans Blizzard, mais il y a un personnage qui part à un moment donné. Je me suis réveillée un matin en me disant mince, tu as dit qu'il partait avec une carabine, alors qu'en fait il doit partir avec une pelle. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ce sera peut-être nébuleux. Mais voilà, il faut que ça tienne, il faut que ce qu'on appellerait un faux raccord en cinéma, et essayer d'éviter les faux raccords et avoir un texte juste, parce que le lecteur a droit à ça. Donc c'est un jeu de construction très savant, et c'est intéressant que vous fassiez référence au cinéma, parce que je trouve que les romans sont extrêmement visuels, les deux.
Oui, plus qu'auditif, plus qu'une lecture à voix haute, je visualise. Moi, j'ai besoin de voir comment, voilà, effectivement, comment Benjamin s'installe, comment il lit son livre. Donc, ça devient visuel par la force des choses, puisque je décris pas ce que je vois, mais effectivement, je le vois d'abord. Et puis, je pense qu'il y a un aspect, et là, je anticipe peut-être des questions à venir. Il y a un aspect visuel dont j'ai découvert avec surprise que ça marchait pour Blizzard et qui marche visiblement pour les âmes féroces, c'est que ça se passe en Amérique et on a tous une image d'Amérique qui est tellement installée, tellement naturelle, parce qu'on a forcément, sans être passionné par le pays nécessairement, on a regardé des séries, on a regardé des films, on a lu des livres. Donc en fait, je me suis pas rendu compte que j'appelais chez le lecteur quelque chose de tout à fait naturel. La petite ville de Mercy, qui n'est pas située, les gens me disent parfois dans les salons, ils me disent vraiment, vous la décrivez, on s'y voit, on voit tout à fait comment elle est. Or, je ne la décris pas en fait. Je décris 2 rues de la ville, un peu les habitants. Mais voilà, il y a une évocation avec l'écriture que je trouve... On a déjà un bagage. Oui, on a un bagage qui fait que finalement, visuellement, je fais une partie du boulot, mais vous faites aussi une partie du boulot. Alors justement, dans Les âmes féroces, les premières pages posent le cadre général. C'est quand même celui qu'on pourrait appeler de l'Amérique profonde. Donc pas le Kentucky, mais quelque part ailleurs dans l'Amérique profonde, dans la ville fictionnelle de Mercy, puisque je crois qu'elle n'existe pas. Hein. Et peut-être qu'on peut préciser à ce stade que Mercy signifie miséricorde, pitié, dont il ne sera pas tellement question dans le livre. Blizzard, il s'agit de l'Alaska, donc de romans américains, pourrait-on dire. Pour vous, ça représente quoi, l'Amérique, pour l'auteure française que vous êtes, l'autrice française que vous êtes? L'Amérique, peut-être pas grand-chose. La littérature américaine a une place extrêmement importante, puisque c'est de la littérature qui m'a probablement permis d'écrire. Parce que je fais toujours la même blague, mais je vais la refaire quand même ce soir. Mais je pense que c'est le cas de tout le monde ici. Je suis sortie du lycée. Je n'avais étudié que des hommes français morts. Des écrivains illustres du 19e. Et donc, je pouvais pas, moi, jeune fille désirant écrire, me comparer à Victor Hugo, à Maupassant, à Flaubert. On a fait des progrès aujourd'hui. Je vois bien que mes enfants étudient des auteurs vivants et des autrices. Waouh! Mais à l'époque, on étudiait, moi, je me rappelle pas avoir étudié une femme et certainement pas une femme vivante. Donc, il n'y avait pas de place pour mon désir d'écriture. Je pouvais pas me projeter sur quelque chose. Et donc, j'ai lu à peu près de mes 17 ans, de mon bac jusqu'à ce que je publie Blizzard. Je crois que j'ai pas lu un livre français, écrit par un français. J'ai vraiment jeté le bébé avec l'eau du bain. Je me suis pas rendu compte qu'il y avait des tas d'auteurs français qui avaient eux-mêmes fait leur chemin et qu'il y avait des tas de choses formidables. Et donc, je suis partie ailleurs, mais même un roman belge ou espagnol était exotique pour moi. Donc, j'ai lu de la littérature. Des listes, si vous voulez. Oui, très bien. Donc, j'ai lu la littérature étrangère, énormément de littérature étrangère. Tout sauf français, donc. Enfin, tout sauf français. Des francophones et étrangers, ça allait, mais pas. Et c'est vraiment la littérature américaine en finissant un livre de Russell Banks, que je me suis dit, alors là, c'est peut-être ma place, en fait. C'est là que je retrouve cette manière de raconter des histoires. Je veux pas, moi, être dans le style, dans la belle phrase, dans ce que j'assimilais à la grande littérature française. Aux allitérations, aux répétitions, ça m'intéressait absolument pas. Moi, je voulais raconter des histoires. Et il me semblait qu'en France, quand on dit qu'on veut raconter des histoires, c'est pas très prestigieux. Donc je dois ça à la littérature américaine, c'est qu'effectivement je ne peux pas expliquer pourquoi quand j'ouvre un roman de certains auteurs américains, mais pas que américains, j'ai le sentiment de rentrer à la maison. En fait, j'ai le sentiment d'être chez moi. Russell Banks me fait cet effet, Paul Auster, Joyce Carol Oates. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du voilà, là je suis bien. Je suis à ma place, je comprends ce qu'ils écrivent et
Mais pour autant, il me semble que votre intérêt, ce bain culturel-là n'a rien, vous ne l'idéalisez pas, il n'y a rien d'angélique là-dedans, et particulièrement dans Les âmes féroces, vous en dressez plutôt un portrait à charge de l'Amérique, puisque les personnages sont homophobes, masculinistes, sexistes, violents. Ils ne sont pas forcément tous tout en même temps, mais voilà, ils sont bien d'autres choses quand même peu recommandables. Non, c'est clairement pas par admiration pour l'Amérique. En plus, il est quand même sorti avant l'élection du bonhomme orange en novembre. Mais en même temps, l'Amérique, c'est quel autre pays exerce des sentiments aussi contradictoires qu'une fascination, une admiration pour la littérature américaine, les grands espaces américains, pour ce que l'Amérique nous a donné en cinéma, en musique, en innovation. Je vais pas parler de l'IA, mais en innovation, dans les sciences. Enfin, c'est extraordinaire. Et dans le même temps, ce sentiment de répulsion, voilà, attirance-répulsion. Pas beaucoup d'autres pays qui provoquent ça chez moi. Et donc, situer ça en Amérique, ça peut pas être indissociable pour moi dans l'écriture je veux pas traiter de thèmes dans les livres. Il se trouve qu'il y a des thèmes qui sont arrivés parce qu'on ne peut pas parler d'Amérique, à mon avis, sans parler du traitement fait aux femmes, puisqu'il ne fait pas bon être une femme en Amérique, sous des dehors très civilisés. En réalité, c'est de moins en moins facile d'être une femme. Sans parler aussi du déclassement social, qui est incarné par le père de Léo, parce que on a du déclassement social en France, mais on a encore des filets avant d'arriver à la déchéance totale. En Amérique, c'est extrêmement rapide. En 2-3 mois, vous pouvez passer d'une classe moyenne, faire partie de la classe moyenne et vous retrouver absolument sans rien. Donc voilà, c'était un certain nombre de thèmes. Il y a aussi justement cette ville qui s'appelle Miséricorde, où les habitants veulent absolument se présenter comme miséricordieux, où on aide son prochain que si ça vous permet d'avoir une image tout à fait conforme et agréable de vous-même. Donc une forme peut-être d'hypocrisie à l'américaine qui est très liée à l'histoire de ce pays, qui est quand même un pays, je cherche d'autres exemples depuis, mais quand même un pays assez extraordinaire quand on pense que l'histoire américaine entière est une fiction. L'histoire, voilà, et on a vendu aux Américains la fiction de la conquête de l'Ouest, en oubliant de parler des natifs américains, la fiction de la construction d'une Amérique riche, en oubliant de parler des esclaves. Donc voilà, c'est quand même assez extraordinaire. Je crois pas qu'en France, on fictionne à ce point l'histoire de France. On est même plutôt critique sur les épisodes. Il y a des épisodes dont on ne parle pas encore assez. Mais en Amérique, voilà, c'est quand même assez extraordinaire de voir que ce pays en lui-même est une fiction. Pourquoi situer une histoire ailleurs, du coup ? Oui, non, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Chaque personnage des âmes féroces, d'ailleurs on l'a entendu tout à l'heure dans les extraits qui ont été lus, prononce plus ou moins cette phrase « Je n'ai rien vu venir ». Alors moi, c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée. Elle ouvre même le livre avec le monologue de Lorraine. C'est un leitmotiv tout à fait intentionnel, bien sûr, je l'imagine, qui souligne une forme de fatalité, d'impuissance de l'être humain. Est-ce que l'être humain est comme le jouet de circonstances qui lui échappent complètement ? C'était peut-être plutôt l'idée que ils sont chacun dans leur couloir de nage en réalité, chacun attaché à leur chagrin, leur traumatisme, leur vie, et qu'on regarde peut-être assez peu, on tourne assez peu la tête pour finalement, ils connaissaient probablement peu Léo et ils ne voient rien venir parce qu'en réalité ils sont complètement focus sur ce qu'il y a de bancal chez eux. Ils sont tous des personnages qui sont un peu de travers. Donc la fatalité, le destin, non, je vois vraiment ça comme tout ça n'est que le résultat de cette nature humaine qui est assez prisonnière de ses travers. Ouais.
Alors nous sommes dans un roman qui présente quand même toutes les caractéristiques du polar, avec un shérif, un vraisemblable meurtre, un adjoint plutôt bas de plafond, etc., etc., mais pour mieux s'en écarter. Puisque le récit n'en épouse pas du tout la langue, ni le procédé. D'ailleurs, il n'y a pas à proprement parler d'enquête. Voilà, le livre s'ouvre sur un cadavre, mais il n'y a pas à proprement parler d'enquête. N'est-ce pas plutôt, et vous avez un petit peu donné la réponse tout à l'heure, avec quelques-uns des grands thèmes qui sont abordés, qui sont dans le livre, est-ce que ce n'est pas plutôt un roman social dont il s'agit, et la misère sociale n'est-elle pas le véritable sujet du livre? Eh ben oui, mais je vais reprendre le terme que vous avez utilisé tout à l'heure. Je pense que c'est une forme de conte social. Moi, j'aime bien l'idée du conte. C'est pas un terme. Alors c'est pareil en littérature, le conte n'a pas la cote, mais j'aime bien cette idée de conte social plus que de roman social. Voilà, je raconte une histoire, mais c'est effectivement dès lors que l'humain est au cœur de ce que je veux raconter, ça devient social. Bon, si je décrivais la vie d'une riche famille américaine, ce serait moins un conte social. Mais voilà, des individus dans des... On en a quelques-uns. Oui. Donc au final, l'objet, c'est davantage de comprendre les mécanismes qui ont amené à la mort de Léo, plutôt que de comprendre par qui elle est morte. Oui, il y a quand même une enquête. Lorraine enquête pendant, mais je pense qu'à la fin de sa partie, on se dit qu'elle est quand même une enquêtrice assez peu efficace. Mais voilà, un peu empotée. Il faut dire que c'est son premier meurtre, donc elle fait ce qu'elle peut. Et comme elle le dit, il n'y a pas de mode d'emploi pour résoudre. Mais voilà, je voulais que quand même, au fond, on voit sa silhouette passer au fond et ne rien lâcher. D'autant que c'est ce travail d'enquête, cette pugnacité et le fait de ne pas vouloir s'arrêter avant d'avoir trouvé la solution qui fait d'elle ce qu'elle n'est pas vraiment au début. Elle est shérif, mais shérif dans une ville où il se passe rien, c'est juste un titre et un insigne. Mais à la fin du roman, si vous arrivez à avoir une explication à vos questions, si vous rassurez-vous, vous aurez des réponses. Voilà, donc je voulais pour elle ce cheminement qui permet, elle, petit à petit, de s'installer dans ce rôle dont, finalement, au début, on ne sait pas très bien si elle avait envie de l'occuper, ce poste de shérif. Ça pose tout de suite la question de la légitimité. Elle n'est pas la seule à la porter, cette question-là. On l'a bien entendu dans sa partie qui nous a été lue. Voilà, ça pose cette question-là, mais d'autres l'ont. Oui, donc on aura une réponse à la fin, mais pour autant, la réponse qu'on aura ne nous renseignera pas totalement sur la culpabilité. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Non, c'est vrai que la question quand j'ai commencé à l'écrire, c'était pas du tout, d'ailleurs aussi naïf que ça puisse paraître, j'ai pas du tout pensé qu'on allait parler d'un roman policier, alors qu'une femme shérif, un cadavre, évidemment, je tendais le bâton pour me faire battre. Mais tout de suite, la question, c'était pas qui a tué cette jeune fille, mais effectivement, quelle est la somme de compromission, de mensonges qui aboutissent à la mort de quelqu'un. Parfois, c'est une accumulation de circonstances et de trucs qui partent très légèrement de travers. Avec ce roman choral en 4 parties, j'avais vraiment visuellement cette idée, un petit peu comme le verre de whisky de Donegan dans le passage qui a été lu tout à l'heure. À chaque saison, on fait un quart de tour sur soi-même. Et puis au bout de 4 saisons, on est retourné à son point de départ, mais le point de départ n'est plus le même en réalité. Alors il y a un motif que je trouve très intéressant dans vos 2 livres, c'est celui du moment avant que tout bascule. Le moment où on ne sait pas encore, et tant qu'on ne sait pas, tout est encore possible, c'est la charnière autour de laquelle il y a un avant et un après. Alors par exemple, le personnage de Bess dans Blizzard avant qu'elle rentre dans la maison de Thomas, qu'est-ce qu'elle va trouver ? Par exemple, Lorraine devant la maison du père de Léo avant l'annonce du décès. Par exemple aussi, le moment où on entend une conversation qu'on n'aurait pas dû entendre.
Alors, sont des ressorts dramatiques qui focalisent une tension particulière dans le récit, auquel vous apportez un soin particulier, je pense. Oui, il y a deux moments que je trouve intéressants dans la vie. C'est effectivement ce moment juste avant quelque chose dont on sait que voilà, vous allez passer, je sais pas, un examen, une audition, il y a une porte à franchir. Ce moment juste avant, vous êtes vraiment pleinement conscient d'être là et qu'il va se jouer quelque chose après. Et puis il y a un autre moment qui n'est pas décrit là, que j'ai pas encore décrit en littérature et auquel je pense parfois, c'est le moment où vous éprouvez une douleur, mais vous savez que cette douleur va s'arrêter. Donc vous dites, vous êtes malade, vous êtes au fond du lit, mais vous savez qu'à un moment donné, l'angine va partir, le rhume va partir, la douleur va s'arrêter. Donc ce sont vraiment des moments de conscience entière. Et là, avec une narration à la première personne, dans la tête d'un personnage, évidemment, ce sont des moments que j'aime particulièrement imaginer. Alors, vous avez abordé tout à l'heure quelques-unes des grandes thématiques du livre, le déclassement, par exemple. Il y a aussi, bien sûr, et peut-être que c'est le nœud et que tout vient de là, la dissimulation, les non-dits, la confiance et la perte de confiance, et en particulier la confiance piétinée que les enfants ont envers leurs parents. Et j'aimerais bien qu'on entende un petit peu la voix d'Amy à ce sujet. Et c'est aussi un point de bascule. Un gosse, ça croit que ça peut s'appuyer sur ses parents, qui le soutiendront toujours. Et puis il finit par se rendre compte qu'ils ne font que mentir, du matin au soir. Et pas juste à lui, mais aussi à eux-mêmes. Ils racontent des histoires qui n'intéressent pas leurs enfants, mais même en se bouchant les oreilles, elles arrivent jusqu'à eux. J'ai pas demandé à entendre ce que j'ai entendu. J'aurais préféré ne jamais rien savoir. Mais il a fallu qu'ils ouvrent leur grande gueule et qu'ils laissent leurs mots d'adultes se répandre, comme un gaz mortel. Merci. En cela, est-ce qu'on peut dire qu'on a affaire à un... Est-ce que c'est un roman des désillusions ? Des désillusions de... Elle pèse lourd quand même, celle-ci. Oui, mais c'est les désillusions précisément de l'adolescence et du passage à l'âge adulte. Voilà, quitter son statut d'enfant, quand je disais tout à l'heure que c'est un âge compliqué, c'est aussi un âge compliqué pour ça. C'est aussi arriver à l'âge adulte, c'est peut-être arriver à l'âge de la réalité. Et la réalité, peut-être que c'est plus sympa d'avoir 8-9 ans. Oui, vraiment, je suis très, très attachée à... C'est-à-dire que plus je vieillis, plus j'essaie de me remémorer cet état d'enfance et d'adolescence en reconstituant ma propre adolescence dont j'ai pas tellement de souvenirs finalement. Mais oui, c'est toujours porteur de désillusion. En même temps, je me dis que si j'ai réussi à 49 ans à écrire un livre, c'est qu'on peut peut-être réintroduire une forme de, pas d'illusion, j'espère pas, mais de plaisir, de retrouver ces plaisirs-là. Mais c'est vraiment, voilà, cette pureté d'état, l'état de l'adolescence, l'enfance sortie d'adolescence dont je voulais parler. Vous avez abordé tout à l'heure la question des femmes, si j'ose le dire comme ça. Et effectivement, c'est un autre point central du livre, des livres, de ces deux livres sur lesquels j'aimerais vous entendre. C'est celui du regard que les hommes portent sur les femmes, celui que les femmes portent sur les hommes qui regardent les femmes. Donc, le personnage de Bess dans Blizzard en est une parfaite illustration. La shérif Lorraine, elle est orpheline de mère, seule fille de la fratrie, elle vit avec une femme et elle a une vision très claire de la question. Et Amy, à nouveau, elle a, quant à elle, elle fait un peu figure d'extra-lucide du haut de son adolescence, ou d'extra-cynique, ce qu'elle est aussi, notamment quand elle dresse le portrait au vitriol de sa mère. Donc, j'aimerais bien, voilà, à nouveau, qu'on vous entende sur cette question-là.
Quand on est une fille, on apprend vite qu'il ne refuse jamais une proposition quand elle se présente. Je connais tout le monde dans cette ville. Il faudrait que je sois complètement idiote pour ne pas repérer la façon dont ils m'évaluent. Même les types les plus respectables, même les pères qui trimballent leurs petits derniers, même les employés de papa et ses clients, même le pasteur, ils sont tous pareils. N'importe quelle femme qui entre dans leur champ de vision est scannée. On observait ça avec Léo. C'est tout un métier de savoir lire. On observait ça avec Léo et on n'avait pas besoin de se raconter la suite parce qu'on la connaissait déjà. Il y aurait un ou plusieurs rapports sexuels dont elle se ferait toute une histoire, alors que ça ne servirait qu'à faire mousser le type auprès de ses copains. Il y aurait les photos d'elle, peut-être aussi des vidéos qui finiraient par circuler, les rires à son arrivée, les commentaires échangés à voix basse sur son passage, et à la fin, la honte. Parce que c'est à ça qu'on prépare les filles, à avoir honte de tout, honte de son sexe, honte d'avoir été si idiote, honte d'être si peu armée pour la vie. Est-ce qu'on vous a déjà dit que votre écriture était féministe en écrivant des propos comme ça ? Oui, alors comme je suis féministe, j'ai pas réfléchi en me disant est-ce que c'est féministe ce que j'écris. Il y avait un journaliste qui m'avait interviewé pour Blizzard et qui m'avait dit vous n'avez qu'un personnage féminin et c'est une faible femme. Et ça m'avait vraiment énervé. Vraiment. Il avait très mal lu. Voilà, donc je me disais oui, elle est paumée, elle a des tas de défauts, elle a l'air un peu fofolle, mais c'est pas. Donc là, c'est vrai que Les âmes féroces, j'avais envie de corser un peu le côté féminin. Et donc, en dehors du personnage de Lorraine et Amy, on a quand même quelques personnages maternels au fond qui sont assez, je crois, assez carabinés. Pas piquer des vers, comme on dit. Pas piquer des vers, mais voilà, j'avais envie de deux figures féminines en apparence assez antinomiques. Donc Lorraine, qui est une femme effectivement issue d'une famille de garçons qui conçoit le féminin comme une malédiction. Elle n'a pas de modèle maternel. Elle trouve que c'est une plaie d'être une femme, que c'est vraiment. Mais elle est tombée amoureuse d'une femme. Elle n'a pas. Et elle voudrait sauver toutes les femmes. Et elle voudrait sauver toutes les femmes, précisément parce qu'elle est tombée amoureuse d'une femme qui a été victime de la violence d'un homme. Et puis, un peu en miroir, Amy, qui a donc 17 ans, et qui est... voilà, j'ai dit tout à l'heure que je voulais vraiment avoir un personnage adolescent, mais je voulais surtout avoir une adolescente, une jeune femme en colère. Parce que c'est pas quelque chose qui est représenté, c'est pas quelque chose qui a la cote de représenter une femme en colère. On a fait des progrès sur l'usage du mot hystérique. Je crois qu'on l'utilise heureusement moins. Mais voilà, elle est en colère et elle a des raisons d'être en colère. Et malheureusement, la colère vous fait prendre de mauvaises décisions. Mais je voulais vraiment, voilà, quelqu'un de profondément, une jeune femme profondément énervée, profondément en colère, et qui a l'intention d'en découdre, voilà, qu'on se souvienne de son passage comme d'une tornade. Donc c'est féministe parce qu'il y a des personnages féminins qui sont... Parfois j'ai des lecteurs, des hommes qui me disent vos personnages masculins, c'est quand même... Vous leur avez pas fait de cadeau, c'est quand même... un peu des ratés ou des types bancals. Moi, je les aime autant, mes personnages masculins que féminins. Je vais pas me mettre à juger des personnages de papier. Mais c'est vrai qu'ils sont plus... Voilà, ils sont plus hésitants, moins stables. Et peut-être aussi parce que j'avais envie de montrer des portraits d'hommes comme un Donegan qui pleure ou un type qui sait pas trop où se situe la moralité, qui a envie de croire à sa propre rédemption et qui est pas sûr d'y aller jusqu'au bout. Alors justement, vous avez prononcé un mot qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de rédemption. Certains personnages des âmes féroces ont commis des fautes. On pourrait dire, ont commis des fautes soit par négligence, soit tout à fait sciemment, soit par faiblesse, soit par négligence. Et certains vont essayer de se racheter. Est-ce que c'est possible de se racheter ? Est-ce que la rédemption est possible ? Oui, j'imagine, j'espère. Sinon... Je pose pas la question parce que le pape est mort hier. Non. Oui, moi je voulais la traiter avec le personnage de Benjamin, le deuxième personnage, qui a décidé, peut-être dans une figure assez chrétienne, d'entamer une forme de chemin de croix expiatoire. Oui.
c'est difficile sans raconter l'histoire. Voilà. Donc ma posture, c'était que voilà, on a un personnage qui décide qu'il va payer pour une faute. Est-ce qu'il l'a commise ou pas? Il a décidé qu'il allait payer pour cette faute. Après, je me rends compte que les lecteurs ont une interprétation variable de la sincérité du processus, mais voilà, c'était amusant de voir, de se demander si on peut vraiment décider à un moment donné s'asseoir et dire bon bah je vais payer pour mes fautes. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Je sais pas. C'était pas tellement une thématique que je voulais aborder dans le livre. Je voulais l'aborder juste de son point de vue pour moi-même m'interroger sur la sincérité ou pas d'une démarche comme ça. Et tout ça avec beaucoup d'humour. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Voilà, le portrait au vitriol de Vicky est quand même très drôlatique. Voilà, les réflexions sur l'art, sur les livres sont drôles. Enfin bon, le ton sont très drôles. Est-ce que c'est un peu pour faire passer la pilule de ce qui est autour et de ce qui est assez grave, un petit peu par goût de la provocation? Non, alors je suis soulagée parce que personne ne me dit que c'est drôle, donc ça me fait plaisir que... Ah, moi je trouve très drôle. Moi j'ai essayé de m'amuser en écrivant effectivement le personnage de Vicky Ellis qui a du mal à supporter l'idée de vieillir et qui se fait des injections. J'avais envie, sans tomber dans la caricature, puisque je pense qu'il y a des Vicky Ellis plein l'Amérique et beaucoup dans l'équipe de Donald Trump. Je suis sûre que vous en connaissez pour en parler comme ça. Non, mais il suffit de regarder les femmes, les présentatrices de Fox News ou les femmes qui entourent Donald Trump pour voir un paquet de Vicky, ou de regarder une série américaine. Il y en a plein. Mais oui, moi j'ai essayé de m'amuser encore en écrivant, mais c'est pas vraiment ce dont on me parle en premier. Voilà, on aura fait un petit détour par l'humour et peut-être pour terminer, pour laisser la parole par la suite à la salle, peut-être qu'on peut dire qu'au fond, on découvre que personne n'est celui ou celle qu'on croyait. Et pensez-vous qu'il s'agisse... C'est un double jeu, c'est une dualité intrinsèque de chaque individu. Et en d'autres termes, sommes-nous tous féroces, sans le montrer? Il y avait deux aspects effectivement là-dedans. L'aspect sur la férocité, c'est de quoi est-ce qu'on est capable en fonction des circonstances. Et je crois qu'on est tous capables du pire et du meilleur. Voilà, qu'est-ce que vous faites si vous vous retrouvez en face de l'assassin de votre enfant? Est-ce que vous le tuez? Est-ce que vous allez chercher un policier? Voilà, dans quelle situation, comment on va se comporter en fonction des situations? Ça, c'était vraiment un point de départ. Et évidemment, j'ai oublié le deuxième, qui était en rapport avec la question sur sur la connaissance de l'autre. Alors ça, c'est aussi quelque chose. Parfois, j'angoisse les gens. Excusez-moi si je vous angoisse, mais je suis absolument convaincue qu'on ne sait rien de l'autre, qu'on ne sait rien. Enfin, on ne sait de l'autre que ce qu'il vous montre, et que dans le couple ou même à l'égard de vos enfants, finalement, qu'est-ce que vous connaissez d'eux, qu'est-ce qu'ils connaissent de vous? Il y a vraiment ce qu'ils nous montrent à travers notre propre prisme. Oui, d'abord, ce qu'on a le premier travers auquel on cède le plus facilement, c'est de projeter sur l'autre quelque chose. Bah, elle est toujours comme ça, lui, il est toujours comme ça. Toi, je te connais, comme si je t'avais fait. En fait, tout ça, ce sont des projections. L'individu auquel vous vous adressez reste une énigme et un mystère. C'est ça qui est à la fois fascinant et peut-être très inquiétant. Merci. Merci beaucoup, Marie Vintras. Merci à vous. Bonsoir.